Salut, t'as dormi en cours de physique ou t'as juste rien compris et t'as peur pour ton devoir? Bienvenue au cours de rattrapage. Aujourd'hui, l'atome pour les secondes. En seconde, en plus de connaître du cours, il faut aussi savoir faire des choses. Savoir expliquer ce qu'on fait, savoir faire des schémas, des calculs, peut-être même des raisonnements un peu plus compliqués. Alors dans la vidéo, je vais mettre quelques petites doses de savoir-faire. Non mais ça sera indiqué. Genre, je sais pas, là peut-être, ou là. Qui te permettra de savoir ce que tu dois savoir faire, en plus bien sûr des connaissances qui sont indispensables pour comprendre ce qui se passe. Histoire de l'atome. On va aller vite sur l'histoire de l'atome parce que c'est pas forcément le plus important, mais ce qui est important dans l'histoire de l'atome en fait c'est de voir que le modèle a changé plusieurs fois au cours des siècles. C'est ce qui fait que vous allez apprendre un modèle et que peut-être que finalement dans 100 ou 200 ans on apprendra un autre modèle à d'autres élèves. Mais d'abord, c'est quoi un modèle déjà ? Un modèle, c'est une manière de représenter un phénomène ou plus généralement une situation. Un modèle, c'est pas la réalité. D'ailleurs, c'est rarement la réalité. Si c'était la réalité, ça serait parfait. Mais le problème, c'est que c'est un peu trop complexe, la réalité. Donc, on simplifie la chose en créant un modèle. Et ce modèle, en fait, il va servir à expliquer les choses ou anticiper les phénomènes qui découlent de ces choses-là, de ces phénomènes ou de ces situations. Si à un moment il montre ses limites, alors on va dire que le modèle fonctionne selon ces limites-là, ou alors on va changer de modèle pour avoir quelque chose de plus compétent et de plus exhaustif. Le premier modèle de l'atome, c'est Démocrite. Démocrite, c'était un grec qui a pensé que les atomes avaient des formes et des couleurs différentes, et ce qui permettait de faire une matière différente justement telle que nous la connaissons. Après il y a eu Aristote et 4 éléments. Alors Aristote et les 4 éléments, c'est un modèle qui a complètement cassé celui de l'atome, qui a remplacé celui de l'atome pendant des siècles et des siècles. Les éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, qui se combinaient entre eux pour créer la matière et ses différentes formes. Il a fallu attendre le 19e siècle, en 1805 avec Dalton donc, qui a eu l'idée de faire des atomes comme des sphères pleines. Puisque la matière étant solide, étant liquide ou même gazeuse, on peut toujours la toucher de toute manière. Et il faudrait donc que les atomes soient des sphères pleines pour que cela représente le mieux possible la matière. Et enfin, il faut attendre Thomson en 1897, après avoir découvert l'électron, s'est dit que l'électron faisant partie de l'atome, il fallait quand même l'intégrer au modèle de l'atome. Il a créé le fameux modèle du cake au raisin, avec un noyau positif et des électrons collés dessus. Finalement, le modèle que vous allez étudier, c'est celui de Rutherford qui date de 1900. Alors Rutherford, pour prouver son modèle, a réalisé une expérience. Techniquement, il a pris une feuille d'or très fine en estimant qu'il y avait seulement quelques couches d'atomes sur cette feuille d'or. Bon, il n'était pas loin de la réalité. Et il a bombardé de particules alpha. Les particules alpha, ce sont des petits noyaux d'hélium qui sont positifs. Donc ils sont chargés positifs, c'est important. Et en fait, ces particules sont passées au travers de la feuille d'or. On a pu les retrouver de l'autre côté. Donc ça a prouvé une première chose, c'est que l'atome, c'est du vide. Si ça passe à travers, c'est que c'est du vide. Et on a remarqué que quelques autres particules, elles, étaient déviées. Donc si elles sont déviées, c'est principalement dû au fait que le noyau, justement, de ces atomes est lui aussi positif. Le plus repousse le plus, hein. C'est connu, c'est comme le moins repousse le plus attire le moins attire le plus. C'est de l'aimantation, quoi. Ce modèle de Rutherford est appelé le modèle planétaire. Modèle planétaire car en fait il ressemble énormément au système solaire, avec un noyau positif au centre et autour des électrons qui tournent quasiment à la vitesse de la lumière. Ça ressemble donc fortement au Soleil avec les planètes qui tournent autour. Structure de l'atome. Alors on va se concentrer un petit peu d'abord sur le noyau. Donc dans le noyau on trouve deux types de particules, les protons et les neutrons. Okay, les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres et les protons, eux, sont positifs. Et l'ensemble des deux, ça forme ce qu'on appelle les nucléons. Alors il ne faut pas les confondre. En fait, les nucléons sont séparés en deux familles, les protons et les neutrons. Et dans un atome, donc, on dirait qu'il y a Z protons et A nucléons. Soit la somme des protons et des neutrons, ok ? Le neutron, comme on disait, il n'a pas de charge, il est neutre, d'ailleurs sinon on l'aurait appelé autrement. Le proton, lui, par contre, il a une charge. Il a une charge d'exactement 1,60 pour 10 puissance moins 19 coulombs. Coulomb, pas colon, coulomb. Alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est manipuler la formule. Si on a Q, la charge totale du noyau qui est égale à Z fois E, c'est-à-dire Z étant le nombre de protons et E la charge d'un proton, on va devoir pouvoir faire des mathématiques. Soit on va utiliser Q est égal à Z fois E tel quel pour retrouver la charge du noyau, ce qui au fond n'a pas un grand intérêt, mais bon, pourquoi pas.
Ou plutôt on va utiliser l'autre forme de cette formule-là en la transformant en ayant Z est égal à Q divisé par E, ce qui fait que si on nous donne la charge du noyau, en le divisant par la charge d'un proton, on peut en déduire le nombre de protons qu'il y a dans ce noyau. Prenons un exemple simple, j'ai un noyau qui fait 1,6 10 puissance moins 18 coulombs, eh bien je dois en déduire combien il y a de protons, sachant qu'un proton a une charge de 1,60 moins 10 puissance moins 19 coulombs, en faisant 1,70 puissance moins 18 divisé par 1,70 puissance moins 19, on trouve qu'il y a donc 10 protons à l'intérieur de ce noyau. Au niveau de la masse, protons et neutrons, c'est quasiment la même chose. 1,67 puissance moins 27 kg ou 1,67 puissance moins 24 grammes. C'est vous qui choisissez. Ce qu'il faut savoir faire, en fait, du coup, là, ça va être d'utiliser la formule qui donne la masse du noyau en fonction du nombre de nucléons. Nucléons, pas protons, hein. Donc, en fonction du nombre de nucléons, on va savoir que la masse du noyau, finalement, ça va être le nombre de nucléons multiplié par la masse de chaque nucléon. Donc, AM du noyau est égal à A fois la masse de chaque nucléon. Alors, ce qu'on va devoir faire, soit ça va être pour trouver la masse du noyau, mais encore une fois, c'est tellement simple qu'on ne va pas vous le demander, ou on va très rarement vous le demander. Ou alors, on va plutôt vous demander de trouver le nombre de nucléons qu'il y a dans un noyau, en utilisant la formule donnant A est égal à masse du noyau divisé par la masse d'un nucléon. Si on prend une masse de 1,67 10 puissance moins 26 kg, pour le noyau, sachant que 1 nucléon fait un 67 puissance moins 27, 67 10 puissance moins 26 divisé par 67 10 puissance moins 27 va nous donner 10 nucléons à l'intérieur de ce noyau. Et donc autour de ce bazar, autour du noyau, on trouve les électrons qui tournent. Les électrons, quand ils tournent, ils sont vraiment très très loin. Techniquement, un atome, ça a une taille assez minuscule, 10 puissance moins 9 ou 10 puissance moins 10 mètres, mais son noyau lui-même est 100 000 fois plus petit. Donc c'est pour se donner une idée, 100 000 fois plus petit. Si j'ai quelque chose qui fait donc 3 cm, si j'avais un noyau de 3 cm, la taille de l'atome correspondant serait donc de 300 000 cm. 300 000 cm, ça fait 3000 mètres. Ça fait donc 3 km. Et donc l'électron, ben, c'est le contraire du proton, en beaucoup plus léger. Donc l'électron, il a une charge négative, et comme il faut que l'atome soit neutre et qu'il y a autant d'électrons que de protons, et bien finalement, donc sa charge c'est moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Toujours le même. Au niveau masse, par contre, l'électron, on ne va pas le compter, parce que sa masse c'est 2000 fois plus léger qu'un proton ou un neutron, peu importe, ils ont la même masse les deux autres. Finalement, tout ce qu'on pourra dire, c'est que la masse d'un atome, c'est la masse de son propre noyau. Notation symbolique. L'idée d'une notation symbolique, ça va être de rassembler un maximum d'informations dans un minimum de place pour qu'on puisse gagner du temps et gagner de la place, parce que les scientifiques et surtout les physiciens sont relativement feignants. C'est très simple. On va commencer par mettre une lettre pour chaque atome. S'il y a une seule lettre, c'est une majuscule. S'il y a plusieurs lettres, la première est une majuscule et les suivantes sont des minuscules. Par exemple, le C pour carbone ou le O pour oxygène. En bas à gauche, on va mettre le nombre de protons. Et en haut à gauche, on va mettre le nombre de nucléons. Soit les protons plus les neutrons. En haut à gauche, en fait, on a le nombre de masses. C'est ce qu'on appelle le nombre de masse, puisqu'il suffit juste de multiplier par un facteur pour avoir la masse de l'atome correspondant. Par exemple, 16 pour l'oxygène, 12 pour le carbone, etc. Mais ça, on le verra quand on fera de la chimie avec des molécules. Donc, à partir des données, on va soit vous demander d'écrire une notation symbolique. Si je vous donne 35 protons, 40 neutrons, 35 à mettre en bas à gauche. Si je me renseigne bien dans ma classification, 35, c'est le brome. Et 40 neutrons, ce qui nous fait 35 plus 40 égale 75. 75 nucléons, la notation symbolique sera donc Br. 35 en bas à gauche et 75 en haut à gauche. Ce qu'on va sans doute vous demander, ce sera plutôt de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va vous donner un atome, enfin sa notation symbolique, et il faudra en déduire la composition du noyau. Prenons par exemple ici le germanium 3273. On a donc, si on regarde en bas, 32 protons. Si on regarde en haut, 73 nucléons, 73 moins 32, 41 neutrons. Et si on devait demander les électrons, évidemment, il y en aurait autant que de protons, puisqu'il faut que l'atome soit neutre. Les isotopes. Deux isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Voilà, point. Du coup, ils vont pas avoir le même nombre de nucléons, puisque les neutrons sont inclus dans les nucléons. Pour des isotopes, au niveau de la notation symbolique, c'est très simple. Il suffit juste que le nombre en bas à gauche soit le même, du coup la lettre sera la même, mais le nombre en haut à gauche sera différent. Tout simplement. Isotope, pas isotope. Isotope, pas isotope. Ces atomes sont les mêmes chimiquement. Ça veut dire qu'ils réagissent pareil. Les ions. Là, pour le coup, au niveau des ions, on va pas vraiment rentrer en profondeur, on va juste s'attarder sur la définition et les catégories d'ions qui existent. Donc, un ion, c'est
un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Ça peut être donc un atome qui a perdu un électron, ou ça peut être un groupe d'atomes qui a gagné plusieurs électrons, ça peut être un atome qui a gagné plusieurs électrons, ça peut être un atome qui a perdu plusieurs électrons, etc., etc., etc. On va ranger les ions en deux familles. Les cations, ceux qui ont perdu un électron, et donc du coup sont devenus positifs. Oui, parce qu'en fait, l'électron, il est négatif. Donc si l'électron s'en va, il y a plus de protons que d'électrons, il y a plus de plus qu'il y a de moins, donc on a un déséquilibre du côté du plus. Ce sont les ions positifs du genre Ca2+, K+, Li+. Et de l'autre côté, on a les anions qui sont négatifs. Et s'ils sont négatifs, c'est parce qu'ils ont gagné un électron. C'est le raisonnement contraire, en fait, finalement. Pour savoir comment se forme un ion, il va falloir attendre le chapitre suivant, donc sur la structure électronique, qui nous permet de savoir pourquoi, surtout, les ions se forment. Comment, ben, ça c'est la conséquence, puisque on sait très bien qu'ils se forment en gagnant ou en perdant des électrons. Maintenant, reste à savoir combien ils en gagnent ou ils en perdent, et pourquoi. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur l'atome. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, ou si vous voulez avoir des approfondissements, ou si vous avez un chapitre que vous aimeriez voir assez rapidement. Ben, je ferai ce que je peux. Je vais essayer de faire à peu près tous les niveaux du lycée, autant que possible. Et après, pour ce qui est des pouces en haut ou les pouces en bas, ça c'est vous qui décidez. Et pour ce qui est des abonnements, c'est la même chose.